Écoutez, bon midi, bonjour tout le monde. Donc, je m'appelle Étienne Berthold, je suis directeur de l'Institut EDS. Je suis aussi professeur au département de géographie. Merci de vous joindre à nous. C'est un plaisir de vous avoir virtuellement. Donc, il y a quelques mois, on a appris avec un grand intérêt la création d'un réseau. Je pense qu'on peut dire qu'il est interuniversitaire. Donc, un réseau québécois de recherche en économie circulaire. Évidemment, ça a suscité la curiosité de l'Institut EDS, vu l'intérêt qu'on porte notamment à la relance et à l'économie verte. On a donc pensé convier un collègue qu'on apprécie beaucoup, qui nous donne son temps sans compter à l'Institut EDS et qui marque un apport évidemment très apprécié, significatif. Marc Journeau, donc Marc qui a été l'instigateur, ou enfin autour de qui a gravité la création du pôle U-Laval de ce réseau québécois de recherche en économie circulaire. On a convié Marc à nous présenter le nouveau réseau. Donc, qu'est-ce que c'est exactement? Quels sont ses objectifs, le processus aussi peut-être qui a mené à sa création. On va donc écouter Marc pendant peut-être une vingtaine de minutes, Marc. Et puis après ça, on pourra discuter. Le tout, évidemment, sera complété cordialement d'ici 13 heures. Donc, je te remercie beaucoup, Marc. Donc, Marc est professeur à l'Université Laval. Il est professeur titulaire à la Faculté des sciences de l'administration. Marc est aussi responsable du Centre de recherche en comptabilité et développement durable. Ça fait partie, évidemment, de ses champs et objets de recherche. Il est un membre chercheur régulier de l'Institut EDS. Donc, Marc a de nombreux champs, de nombreux domaines d'intérêt. Donc, comptabilité de management environnemental, la stratégie de développement durable, bien sûr, et évidemment, l'économie circulaire et les systèmes de contrôle de gestion. Donc, Marc, est-ce que tu souhaites à ce stade-ci prendre la parole? Ben oui, merci Étienne. Merci pour la présentation. Merci aussi pour l'invitation ce midi. Et ça me fait plaisir de parler d'économie circulaire avec vous. Donc, je vais partager mon écran. Peut-être Étienne me confirmer que vous voyez bien le PowerPoint présentement. C'est parfait, Marc. Merci. Très bien. Donc, petit agenda rapidement, je vais peut-être situer tout le monde. Donc, avant de parler du réseau en tant que tel, d'économie circulaire, je prendrai peut-être quelques minutes, secondes, pas très long, pour vous expliquer c'est quoi l'économie circulaire, qu'est-ce qu'on souhaite tous au même point peut-être. Et puis ensuite, je vais évidemment rentrer dans le vif du sujet, donc de la création du nouveau réseau de recherche en économie circulaire, donc présenter un peu sa structure et puis effectivement son émergence, comment c'est arrivé tout ça. Parler un peu des programmes aussi qu'on veut regarder au niveau scientifique et puis, bon, qu'est-ce qui s'en vient, c'est quelles sont les prochaines étapes. Donc, petit aparté sur l'économie circulaire, qu'est-ce que c'est? En fait, généralement, lorsqu'on pense à l'économie circulaire, on pense beaucoup à tout ce qui est utilisation des déchets pour leur donner une seconde vie. Donc, ça fait partie de l'économie circulaire, mais ce n'est pas que cela. C'est beaucoup plus que ça. En fait, il faut peut-être retourner aux racines du pourquoi de l'économie circulaire. Donc, l'idée, c'est tout simplement de réduire l'utilisation des ressources naturelles et donc de faire en sorte de minimiser en fait l'extraction première de ces ressources-là en maximisant plusieurs choses. Donc, maximisant, par exemple, l'intensité de l'utilisation d'une matière, en maximisant la longévité d'une matière disponible dans un système, et puis en essayant de boucler les boucles, d'en faire en sorte que la matière reste finalement le plus longtemps possible dans le système. Donc, il y a plusieurs logiques qui sont derrière ça. Donc, la logique qui est de donner une nouvelle vie aux ressources, le 2.3 que vous voyez en haut de l'écran à droite, ben, c'est peut-être la dernière chose qu'on devrait faire. En fait, c'est lorsqu'on n'aura pas fait tout ce qui devrait être fait avant. Donc, au point de départ, c'est de complètement repenser nos façons de faire, donc repenser la façon dont nos produits sont fabriqués ou nos services sont offerts. Et donc, on va parler d'éco-conception, on va parler d'approvisionnement responsable, d'optimisation des opérations, donc toutes sortes de stratégies qui vont faire en sorte de pouvoir réduire en amont, finalement, l'utilisation de matières. Une fois que ça c'est fait, dans un deuxième temps, on peut essayer d'optimiser les matières qui sont déjà dans le système en faisant plusieurs choses. Donc, premièrement, soit en réutilisant plus fréquemment un ensemble de matières, donc un produit finalement, ou un service qui aussi consomme généralement un certain nombre de matières. Donc, utiliser plus fréquemment ces produits ou ces services-là pour maximiser finalement l'intensité d'utilisation. Éventuellement, ce qu'on peut faire aussi dans un deuxième temps, c'est de prolonger sa durée de vie de ce produit-là.
Donc, faire en sorte que finalement, les matières qu'on a consommées une fois puissent rester dans le système le plus longtemps possible. Et finalement, ultimement, la dernière étape serait de donner une seconde vie. Donc, une fois qu'on aura maximisé l'intensité d'utilisation de la matière et sa durée de vie, mais dans un troisième temps, on va tenter de garder ces matières-là dans des boucles, soit biologiques, soit technologiques, au sein de nos systèmes. Donc, voyez-vous, la portion de réutilisation, récupération des matières n'est qu'une toute petite partie d'économie circulaire. Et je pense que c'est important de démystifier ça parce que dans le fond, ça rouvre énormément sur les possibilités dans l'économie circulaire qui est vraiment au-delà finalement de boucler des fameuses boucles input-output finalement ou output-input. Donc, mais c'est de faire beaucoup plus que ça. Donc, l'économie circulaire, on en parle de plus en plus. En fait, ce n'est pas nouveau. Hein. Ça fait plusieurs dizaines d'années qu'on en parle au niveau planétaire, mais disons qu'il y a une accélération depuis un certain nombre d'années sur l'émergence et l'importance que ça a dans nos économies. Et puis là, je parle d'économie parce que justement, plus ça va, plus on intègre cette notion d'économie circulaire dans notre économie classique, notre économie financière finalement. Et donc, les gouvernements s'emparent de ces questions-là en constatant que finalement, c'est compatible. Jusqu'à maintenant, jusqu'à plus récemment, disons, on ne sentait pas la compatibilité finalement entre des pratiques qu'on va appeler de développement durable et les pratiques de développement économique finalement. Et évidemment, ça a changé, la donne a changé et maintenant, on est beaucoup plus en phase en se rendant compte que c'est possible en fait d'avoir une relance verte, par exemple, une relance qui va intégrer ces nécessités économiques, mais aussi avec les impératifs, finalement, de développement durable. Donc, ça, c'est ce qui a fait en sorte d'amener, finalement, les discussions au centre, finalement, des réalités gouvernementales, notamment. Aussi, bien évidemment, amalgamer tout ça, c'est bien sûr la constatation de plus en plus évidente qu'on ne peut pas consommer comme on le consomme présentement. On ne peut pas poursuivre la façon d'utiliser nos matières comme on le fait présentement. Et donc, on ne peut pas poursuivre une économie dite linéaire dans laquelle on extrait, on consomme et on jette. Donc, on ne peut pas faire ça. La preuve, c'est que présentement, on consomme l'équivalent d'environ 1,7 planètes par année. Donc, tôt ou tard, évidemment, on n'aura plus ces ressources-là. Donc, il faudra faire quelque chose. Donc, l'économie circulaire est devenue vraiment un sujet porteur et central dans beaucoup de gouvernements au niveau mondial. En France, on est très avancé dans cette logique-là, mais de plus en plus, d'autres pays s'emparent dans cette question-là. Et au Québec, bien, on s'est emparé de cette question-là depuis quelques années. Et là, on a une conscientisation au niveau gouvernemental pour vouloir transformer notre économie en une économie davantage circulaire. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que pour le faire, bien, on avait besoin d'une mobilisation et d'une coordination de beaucoup d'acteurs différents et de beaucoup de parties prenantes. Donc, ce n'était pas possible de le faire en silo, ce n'était pas possible de le faire ne serait-ce que même qu'au niveau gouvernemental, on avait besoin d'impliquer une multitude d'acteurs. Et c'est là que finalement l'idée d'un réseau de recherche en économie circulaire a fait son bonhomme de chemin au niveau gouvernemental pour finalement devenir une directive pour les fonds de recherche du Québec, les FRQ. Et donc, les fonds de recherche des FRQ ont reçu une directive pour faire un appel à proposition pour créer un fonds de recherche, pour créer un réseau québécois de recherche en économie circulaire. L'appel à proposition, finalement, a été lancé début de l'hiver, donc décembre, janvier 2020 et 2021. Et puis, on devait déposer, donc les propositions devaient être déposées pour, si je ne m'abuse, avril 2021. Et donc, ici, comment ça s'est passé? C'est que il y a une chaire de recherche à l'ETS à Montréal qui s'appelle le CIRIEC, qui est une chaire de recherche spécialisée en économie circulaire, qui avait déjà évidemment une belle expertise dans ce domaine-là, qui a décidé de regrouper toutes les forces vives, finalement, en économie circulaire au Québec, tout est un grand mot, là, tentativement, mais il reste probablement d'autres forces vives à regrouper encore, mais disons, d'aller chercher des acteurs qui se montraient intéressés puis qui étaient déjà intéressés par les questions de développement durable et d'économie circulaire pour créer ce fameux réseau-là et de faire une seule proposition québécoise pour obtenir finalement ce financement-là du Fonds de recherche du Québec.
Donc, on a mis autour de la table une centaine de chercheurs, principalement québécois, mais de d'autres horizons, donc certains Européens, Américains et du reste du Canada, bien entendu, et aussi une vingtaine de partenaires. Donc, on pense à Hydro-Québec, on pense à Fonds d'Action, on pense à plein de partenaires, Recycle Québec, bien sûr, qui s'intéressent à ces questions-là. Donc, et on a fait une proposition au FRQ en avril 2021 et on a reçu l'acceptation du réseau en juillet 2021 avec un financement à la clé de 5 millions pour 5 ans, donc 1 million par année, pour structurer le réseau et démarrer de la recherche, bien sûr, en économie circulaire. Mais notre travail, notre mandat, puis je vais en parler tout à l'heure, va être d'obtenir davantage de financement pour pouvoir susciter beaucoup plus de synergie et de travail de financement par la suite. Donc, premièrement, c'est que vise le réseau? Le réseau, ça vise de regrouper. Le but, c'est de vraiment travailler avec une approche intersectorielle et multidisciplinaire avec l'ensemble des parties prenantes, autant que possible, non seulement québécoises, mais à travers international. Donc, autour d'une programmation scientifique associée, bien sûr, à l'économie circulaire. Et d'emblée, je vous dirais qu'on cherche beaucoup à développer non seulement la recherche conceptuelle, mais aussi la recherche action, donc la recherche pratique, qui va avoir des répercussions immédiates et concrètes là, pour la réalité macro et microéconomique du Québec et éventuellement au niveau international. Et donc, on veut amener non seulement des impacts de connaissances, mais des impacts pratiques. C'est ce que je veux dire ici. Le réseau s'organise autour de 4 axes. Donc, ces axes-là ont été imposés par la FRQ. Donc, en tant que co-titulaire, nous n'avons pas eu notre mot à dire. Et donc, par contre, je vous dirais que ça fait bien du sens. Puis au final, ce qu'il faut retenir, c'est que oui, il y a des axes de recherche, mais on veut que ces axes-là soient transversaux. Donc, on puisse évidemment co-construire à travers un ou plusieurs axes, évidemment, la recherche et les pratiques en économie circulaire. Donc, en termes de structure, donc, ces 4 axes-là portés chacun par un co-titulaire. Donc, nous sommes 4 co-titulaires du réseau. Donc, l'axe 1, c'est le changement et transition qui est mené par Emmanuel Rofflet de HEC Montréal. L'axe 2, c'est l'axe de l'optimisation et de la planification que j'ai le plaisir d'être co-titulaire ici à l'Université Laval. Ensuite, la maximisation des ressources et des produits représente l'axe 3 qui est mené par Mathias Glas de l'ETS. Et finalement, l'axe 4 qui touche davantage les leviers politiques est mené par Sophie Bernard de Polytechnique Montréal. Et comme je disais, nous sommes plus de 100 chercheuses et chercheurs au niveau du réseau actuellement et ça touche 16 universités. Donc, pratiquement toutes les universités du Québec sont incluses dans le projet et aussi, ça touche 6 collèges québécois. Maintenant, rapidement, sans passer trop de temps, parce que le temps va rapidement, mais je voulais peut-être vous donner une idée du genre de programmation qu'on pourrait retrouver dans ce réseau-là. Donc, ce n'est que des idées dans le sens où ça peut être vraiment autre chose et tout est possible dans le fond, mais c'était juste pour vous donner une idée de ce qui avait été mis dans l'appel à proposition, finalement, dans le dépôt de l'appel à proposition que nous avons fait, de ce qu'on voyait comme développement scientifique dans ce domaine-là. Mais comme je vous dis, ce n'est que pour vous donner des idées, peut-être pour vous allumer sur ce que vous pourriez éventuellement même amener en termes de connaissances et références et projets de recherche dans l'économie circulaire, mais il ne faut pas s'y limiter. Donc, si je m'arrête rapidement à l'axe 1, l'idée du changement et transition, c'est de voir comment faire cette fameuse transition vers l'économie circulaire. Donc, premièrement, de définir un cadre de référence. C'est quoi l'économie circulaire? Il faudrait s'entendre. Tout d'abord, c'est sur quoi, même si je vous ai présenté tout à l'heure une figure avec des grands principes, il reste encore beaucoup de développement conceptuel à faire et surtout de lier ces concepts-là avec d'autres idées macro-conceptuelles, ne serait-ce que le développement durable, par exemple, ou la transition verte ou d'autres concepts qu'on est en train de développer. Ensuite, ce qu'on veut, évidemment, c'est faciliter la transition du Québec vers une économie davantage circulaire, donc un plan qui serait jusqu'en 2050. Et ensuite, bien sûr, d'identifier des moyens pour mobiliser l'ensemble des acteurs de la société de l'économie circulaire pour mener cette transition-là. Puis, bien sûr, un volet plutôt recherche et enseignement. Donc, ça va être quoi notre rôle en tant que recherche et en tant qu'enseignement pour amener cette transition-là? Est-ce qu'on devra développer des cursus, par exemple? Est-ce qu'on devra faire des transferts de connaissances vers les praticiens? Est-ce qu'on devra développer certains pôles de recherche pour développer certaines expertises que nous n'avons pas
au Québec ou ailleurs, et ainsi de suite. Donc, tout un volet là, de structuration finalement de l'économie circulaire au Québec. Au niveau de l'axe 2, on est davantage dans l'optimisation et la planification de ce que serait une transition et une circularité. Donc là, on va avoir besoin d'outils au tout d'abord. Il y a beaucoup d'outils qui existent déjà, mais ils sont pour la plupart encore en développement. Donc, je pense aux analyses de flux de matière, par exemple, même au flux carbone, l'analyse de cycle de vie qui est plus mature, mais qui reste probablement encore des choses à développer. Et comment utiliser ces outils-là pour favoriser l'économie circulaire, mais tout ça reste à travailler, bien entendu. Ensuite, on devra se doter d'indicateurs, parce que si on veut tendre vers une économie circulaire, il faut la mesurer, cette économie-là. Donc, tout le défi de la mesure, comment mesurer l'économie circulaire, comment s'assurer qu'on tend réellement vers quelque chose qui est porteur, etc. Aussi, les liens avec une nouvelle norme qui s'en vient, la norme ISO 59020, qui porte sur l'économie circulaire. Donc, comment ça va se traduire en réalité? Est-ce qu'on va pouvoir l'utiliser pour soutenir une économie circulaire ou non, etc. Donc, beaucoup de réflexions à faire là-dessus. On veut aussi faire un état des lieux, bien sûr. Bon, on en est où dans la circularité? Puis, qu'est-ce qui reste à accomplir, bien entendu, pour favoriser cette transition-là vers la circularité? Donc, un état des lieux non seulement local, national, mais éventuellement international. Donc, on travaille avec des partenaires internationaux. Et finalement, ben, on veut aussi travailler avec les organisations pour optimiser, donc planifier et optimiser leur délivrance de services ou de produits dans une idée de rendre le tout plus circulaire. L'axe 3, donc, c'est vraiment de maximiser ce qui est déjà dans nos systèmes. Donc, c'est l'idée de maximiser les ressources et les produits. Donc, une fois que tout ça est intégré dans nos systèmes, mais comment on peut les garder plus longtemps dans ces systèmes-là? Donc, encore une fois, on va avoir besoin d'une cartographie de ce qui se passe présentement et d'une cartographie des potentialités. Donc, quels sont les potentiels de rendre le tout plus circulaire, finalement? On veut aussi développer un cadre conceptuel concernant les scénarios potentiels de circularisation des produits et de ses composantes, et non seulement multi-axes, c'est-à-dire selon différents types d'actions ou selon différents types de niveaux, par exemple, mais aussi selon les types d'acteurs impliqués. Donc, est-ce que c'est du public, c'est des partenaires privés, est-ce que c'est international, local, ainsi de suite. Donc, tout ça amène un énorme défi logistique qu'on devra regarder, bien entendu, puis essayer éventuellement de développer des modèles de déploiement de stratégies de circularisation excusez-moi, qui sont porteurs, efficaces, qui fonctionnent bien selon tous ces différents contextes-là, mais aussi selon différents milieux. C'est peut-être plus facile à faire lorsqu'on est dans un milieu urbain où l'ensemble des acteurs sont proches, mais dans des communautés plus isolées ou dispersées, ou voire insulaires, c'est peut-être plus complexe là, à mettre en œuvre. Et donc, que devrait-on faire dans ces contextes-là? Il y a beaucoup de recherches à faire dans ces nouveaux modèles. Finalement, le levier politique, bien évidemment, il ne faut pas juste agir sur le terrain, mais il faut que l'appareil gouvernemental suive. Donc, encore une fois, au départ, on veut avoir un état des lieux des leviers politiques, des lois et règlements disponibles et de ce qui se fait ailleurs dans le monde à cet égard, puis de voir des possibilités aussi de ce qui pourrait être développé à ce niveau-là pour faire un effet de levier sur la pratique. Ultimement, c'est ça l'idée. Ensuite, on veut également revoir la gouvernance. Ça serait quoi d'avoir une gouvernance efficace d'une économie circulaire? Ça inclut quels acteurs qui devraient être impliqués et de quelle façon devrait mener cette économie circulaire-là au Québec et éventuellement à travers le monde? Est-ce qu'on devrait impliquer des acteurs de la pratique, des chercheurs, des gens du gouvernement? Bon, probablement que c'est une multitude de parties prenantes qu'on devrait impliquer dans cette gouvernance-là. Et éventuellement, cette idée de cohérence, donc on veut s'assurer que les leviers soient cohérents, holistiques et qui évitent de rentrer en conflit parce qu'on se rend compte que tout est connecté dans une économie circulaire et que parfois, voulant bien faire, on crée un levier à un endroit, mais ça crée un déséquilibre sur le reste du système. Donc, ça prend vraiment une vision holistique et ça, c'est peut-être un des plus grands défis de l'économie circulaire, c'est donc de connecter tout le monde et s'assurer que l'effet finalement soit multiplicateur et non un effet finalement contraignant ou indésirable finalement. Donc, ça vous donne quelques idées de la programmation potentielle du réseau, mais comme je vous dis, ce ne sont que quelques orientations parmi tant d'autres. L'idée finale, si je résume, c'est d'aider le Québec et le monde à transiter vers une économie plus circulaire
Et pour ce faire, on doit développer de la connaissance, donc faire de la recherche, mais aussi transférer cette connaissance-là en pratique pour que, évidemment, on puisse, dans la réalité, dans le concret, tranquillement se tendre vers une économie davantage circulaire. Donc, ce sont les motivations du réseau. Pour conclure, rapidement, donc, quelles sont les prochaines étapes? Bon, on en est rendu présentement dans le réseau. Bien, on est encore à la phase de structuration. Donc, on commence, hein, même si on a eu les fonds en juillet, là, donc on commence à se structurer. Donc, présentement, on est à embaucher toute une équipe de coordination qui va nous aider à mettre en place finalement tout le réseau. Et on est à définir aussi nos statuts parce que, bien évidemment, on veut s'assurer d'être transparent, on va s'assurer de bien faire les choses. Donc, notre responsabilité, c'est de rendre le tout le plus efficace et le plus concret possible, je dirais. Donc, on a quand même pas mal de défis là, pour s'assurer que le tout soit bien géré et rendu, je veux dire, lean, le plus efficace possible. Donc, on en est là-dedans. Et on est aussi à définir finalement nos orientations en termes de premier appel à proposition. Ça s'en vient. Donc, vous pourrez rester à l'affût d'ici probablement quelques semaines, 3-4 semaines peut-être. On devrait être bon pour faire un premier appel à proposition qu'on veut très inclusif, très large, pour donner la chance à vous tous et d'autres acteurs à pouvoir s'impliquer finalement dans le réseau et pouvoir contribuer finalement au premier balbutiement de recherche en économie circulaire dans le cadre du réseau, bien entendu. Donc, ça s'en vient, restez à l'affût. On va évidemment vous informer là-dessus. Et on va aussi, on est en préparation d'un événement de lancement du réseau, donc au mois de février, probablement tentativement le 9. Là, donc, on va faire un lancement du réseau, donc autant en présentiel qu'à distance, donc en mode comodal, pour répondre aux différents enjeux aussi de logistique, donc la distance, et aussi permettre à ceux qui peuvent se déplacer d'avoir le plaisir d'être en présentiel. Donc, on va essayer de trouver une formule qui va être agréable pour tous. Donc, c'est ce qui s'en vient pour nous dans les prochaines semaines, mois. On a pas mal de pain sur la planche, mais ça va bien. Puis, je vous dirais que l'enthousiasme est très grand. Le défi qu'on a présentement, c'est de gérer un peu les attentes dans le sens où beaucoup de gens nous contactent et puis beaucoup de gens veulent démarrer des projets ou veulent démarrer des partenariats avec nous. Puis là, le défi qu'on a, c'est d'un peu tempérer un peu les ardeurs pour dire oui, on s'en vient, on arrive, mais on veut bien se structurer avant de tout lancer pour être sûr que ça ne dérape pas puis que tout se passe bien. Donc, voilà, Étienne, ça fait un peu le tour rapidement du réseau. Donc, évidemment, si vous avez des questions, ça me fera plaisir de répondre maintenant. J'ai laissé mes coordonnées, bien entendu, là, pour la suite des choses aussi. Puis, on n'a pas encore, je réponds tout de suite à la question, on n'a pas encore de page web pour le réseau. On n'a pas eu le temps de développer ça. On voulait être plus dans la logistique profonde que dans les communications pour commencer. Mais ça s'en vient. On a une équipe là, qui a été mandatée pour développer un site web. Aussitôt que c'est disponible, bien sûr, on va transférer l'information à tout le monde. Bien, merci beaucoup, Marc, pour cette belle présentation très claire et très instructive. Je pense que d'abord, on a tous noté la date du 9 février prochain. Donc, je pense aussi qu'on a là un bel exemple d'une occasion de financement et de développement de la recherche, mais qui est travaillée entre les universités, de concert et de synergie. Je trouve personnellement qu'on est souvent en opposition pour toutes sortes de raisons. Là, je pense que la dynamique, à l'évidence, fut différente. Donc, je suis certain que la présentation de Marc vous a inspiré plusieurs belles questions et réflexions. Moi, j'en aurai un certain nombre, mais je préférais d'emblée vous laisser la parole. Je pense qu'on peut se permettre à ce moment-ci je peux vous permettre de vous laisser la parole spontanément. Vous pouvez vous exprimer dans le chat. Donc, la période des discussions est ouverte. Steve, est-ce que tu voudrais-tu prendre le micro? S'il vous plaît, oui, merci. Merci, Marc, pour la présentation. En fait, moi, j'aurais aimé ça être dans les 100 premiers là, qui ont participé, mais je me suis pris un petit peu trop tard en avril dernier pour envoyer mes coordonnées. Donc, ma première question, en fait, est la plus simple. Est-ce qu'on peut rejoindre l'équipe à ce moment-ci ou si ça va être plutôt, c'était juste pour la demande, puis maintenant, ça va être en fonction d'appels d'offres, en fonction de participation, disons, ponctuelle. Je peux peut-être te laisser répondre tout de suite à cette question-là, puis j'aurai mes deux autres questions plus thématiques après. Parfait. Merci, Steve. La question est très pertinente, tout à fait. On va être inclusif. Hein? C'est la première
la première réponse que j'ai donnée. Donc, oui, il y aura possibilité d'intégrer le réseau, puis c'est ce qu'on souhaite. Maintenant, on ne veut pas le faire n'importe comment. Donc, on est à définir justement le mécanisme d'inclusion, comment on va le faire pour être inclusif, mais en même temps pour inclure plein de monde qui finalement ne travaillerait pas vraiment à la réalisation du réseau. Mais ça s'en vient. Donc, aussitôt que nos statuts sont réglés, il y aura probablement un lancement d'invitation qui sera fait très bientôt, là, je l'espère. Et donc, évidemment, je vous invite fortement à y appliquer. Ça va nous faire plaisir de vous recevoir. Fait que ça, c'est le premier mécanisme. Le second mécanisme sera aussi à travers les appels à proposition. Donc, on va demander que dans l'appel à proposition, il y ait toujours au moins un porteur du réseau, mais il pourra évidemment, bien sûr, avoir d'autres gens qui ne sont pas dans le réseau qui vont faire partie de l'appel à proposition. Puis ceux qui sont intéressés à ce moment-là à joindre les rangs, bien, ils seront les bienvenus, puis ils pourront être inclus dans le réseau sans problème. Est-ce que dans votre réflexion, parce que moi j'ai un intérêt, ma recherche ne porte pas spécifiquement sur les aspects d'économie circulaire, mais j'enseigne un peu sur ces choses-là. Et surtout, c'est ma participation au comité de l'Agenda 21 de Baie-Saint-Paul qui fait que j'ai un intérêt. Est-ce que des municipalités, par exemple, pourraient devenir membres du réseau? Est-ce que ça fait partie de votre réflexion? Tout à fait, absolument. Ce sont des partenaires. Hein. Donc, il y a plusieurs partenaires. Je pense, si je ne m'abuse, on a déjà au moins une municipalité là, qui fait partie de nos partenaires, effectivement. Okay. Mais donc, oui, la réponse est oui. Dans le fond, on veut être multi-parties prenantes, donc pas juste des chercheurs, mais aussi des praticiens, des municipalités, des organisations, des ministères du gouvernement, etc. Donc, on veut inclure tout le monde. Qui pourront éventuellement participer à des appels de propositions. Tout à fait. Ma question plus difficile, en fait, c'est que je ne vois pas dans le programme qui est là, dans les différents axes, je le vois un petit peu indirectement dans le volet des leviers politiques, mais je ne vois pas ce qui m'apparaît être les deux plus grands. Tu as mentionné le plus grand défi, c'est de connecter tout le monde dans l'axe 4. C'est vrai que c'est un grand défi, mais à mon avis, le plus grand défi de la mise en place de l'économie circulaire, quel que soit son niveau, des interconnexions entre les différents niveaux, local, régional, provincial, international, c'est le système économique lui-même dans lequel les efforts d'économie circulaire, parce que les efforts d'économie circulaire fonctionnent à l'intérieur d'un système. On n'est pas à l'extérieur du système, on est vraiment dans le système. Puis on veut idéalement changer le système, mais le système lui-même, tel qu'il fonctionne, il vise à l'augmentation de la consommation. Donc, de dire, OK, notre objectif est de travailler à mieux gérer la consommation, idéalement la réduire. On va à l'encontre de la base du système. Puis ça, je ne le vois pas dans la réflexion. Tu sais, c'est comme si un peu on travaille de notre côté, puis on n'a pas de contact à l'extérieur, alors que ce qui est à l'extérieur a beaucoup d'influence sur ce qu'on fait. D'une part, puis dans cette optique-là, un des volets, c'est aussi, un des aspects, c'est le paradoxe de Jevons, de dire est-ce que la réduction de notre consommation, qu'elle soit de différentes manières, puis qu'elle soit par le biais de l'économie circulaire, est-ce que ça va être étudié? Parce que c'est un gros problème. On a réussi à fabriquer des bagnoles qui utilisent moins d'eau dans la fabrication, qui utilisent moins de matières premières, mais au total, mais les gens roulent 2 fois. Les gens ont 3 bagnoles par famille au lieu d'en avoir 2. Bon, en tout cas, on n'est pas rendu en moyenne à 3, mais on a dépassé 2 en moyenne. Puis les gens, au lieu de rouler 15 000 km par année, en roulent 40 000 km par année. Donc, de ce point de vue-là, on a avancé du point de vue de la consommation, on va dire, par voiture de ressources, mais au total, on en consomme plus parce qu'on consomme plus de bagnoles par année, puis on fait plus de kilomètres avec. Donc, ça, à mon avis, ça, c'est les deux sont liés, mais c'est on peut les voir comme des écueils, appelons-les des défis, disons, de l'économie circulaire. Je pense que le principe de l'économie circulaire devienne central à
au système économique mondial. Bon, c'est juste une réflexion, évidemment. On ne règle pas cette question-là aujourd'hui. J'adore les questions, Steve, absolument. Puis c'est très, très pertinent. Puis tantôt, quand je parlais de principal défi, dans le fond, c'est le principal défi du réseau, hein, c'était de mener, d'interconnecter les gens ensemble pour faire la recherche, parce que sinon, on ne peut pas le faire sans cela. Maintenant, en termes d'implantation de l'économie circulaire ou une transition, disons, vers l'économie circulaire, là, les défis sont nombreux. Puis je pense que tu viens d'en nommer quelques-uns. On s'intéresse clairement à ces enjeux-là. Comme je l'ai dit tantôt, ce n'était que quelques lignes directrices qu'on voulait amener, mais si on prend l'axe 1, changement vers la transition, donc changement et transition, on est clairement dans l'idée de challenger le modèle. On est clairement là. Donc, si on vient définir l'économie circulaire, il faut nécessairement aussi, en parallèle, définir ou déconstruire, ça serait quoi l'économie de demain. Donc, absolument. Et personnellement, je m'intéresse à ces enjeux-là, Steve. Donc, c'est clair que ça fera partie des réflexions du réseau. Donc, ça va être quoi l'économie de demain? Comment on doit changer le système pour arriver avec un système qui permet cette économie plus circulaire? Comment gérer la croissance et la décroissance éventuellement, etc., etc. Donc, toutes ces questions-là conceptuelles, je dirais, sont fondamentales dans le réseau et touchent particulièrement l'axe 1. Mais éventuellement, ça va percoler vers les autres axes, bien entendu. Le deuxième point que tu mentionnais, qui était l'idée de réduire la consommation qui, finalement, ne se traduit pas nécessairement par réduction de consommation globale. Donc, l'idée de l'intensité de la consommation versus la valeur absolue de la consommation. Mais oui, ça, c'est tout un défi. Puis, encore là, je dirais qu'il faut falloir y réfléchir dans l'axe 1 sur les modèles, ça va être quoi notre monde de demain, notre économie de demain, mais aussi sur l'axe 2, notamment sur la planification et l'optimisation. Donc, le but, ce n'est pas juste de réduire l'intensité de consommation, c'est-à-dire le fait que pour fabriquer chaque voiture, on consomme moins de matière, mais au final, il va falloir aussi fabriquer moins de voitures. C'est ça que ça veut dire. Donc, on fait ça comment? Donc, avec ça, c'est tout qu'un défi. Puis là, ça, à mon avis, ça touche, oui, l'axe 2, mais ça touche tous les axes. Au niveau gouvernemental, c'est quoi les implications là, en termes de règlement, de loi, de sensibilisation de la population à mettre en place pour que ça soit possible? Donc, il y a toute une réflexion incroyable à faire. Et puis, c'est une réflexion qui est fondamentale, encore une fois, sur le devenir de notre planète. Là. Donc, c'est clair qu'on va vouloir le faire. Et donc, c'est clair qu'on a besoin de vous, hein, parce que c'est des grosses questions. On a vraiment besoin que tout le monde travaille ensemble à réfléchir à ces questions fondamentales. Là. Donc, merci, Steve. Puis, la réponse, c'est oui, on veut travailler là-dessus. Puis comme je dis, c'est sûr qu'on n'a pas pensé à tout, mais dans nos appels à proposition, on laissera de la place pour des idées comme celle-là, par exemple. Celle-là, ils avaient pensé, mais d'autres idées qui pourraient émerger, qui seront super importantes et pertinentes à réfléchir dans le réseau. Puis, il y aura de la place pour ça aussi, bien entendu. On n'a pas la prétention là, d'avoir eu toutes les idées sur ce qu'on devrait faire dans le réseau. Donc, merci, Steve. Merci à toi pour tes réponses. Merci. Merci, messieurs, pour ce bel échange de fonds. Je pense qu'on voit déjà toute la profondeur que le réseau peut atteindre. Donc, je vois que Mir, notre ami Mir, salut, Mir est avec nous. Donc, je peux te laisser la parole, s'il te plaît. Avec ton micro, s'il te plaît. Merci beaucoup. D'abord, merci pour Étienne pour avoir organisé ça et Marc pour nous rappeler un petit peu la proposition. Ça fait quelques mois. Donc, je voulais, en fait, plus au niveau technicalité, évidemment, les choses sont en train d'être mises en place. Je voulais voir le mécanisme de financement quand on parle de appel à proposition. Est-ce que ça sera plutôt aller chercher un effet levier auprès de réseaux pour pouvoir former des équipes et aller plus loin? Ou je pense que, d'après ma connaissance, à la base, le financement du réseau, ça ne peut pas permettre, supposons, des gros financements des équipes. Là. Donc, j'imagine que c'est plus dans la logique d'appuyer les équipes. Merci pour la question, Mia. Puis ça me fait penser que je n'avais pas parlé de financement tout à l'heure, effectivement. Premièrement, effectivement, le financement que nous avons obtenu, c'est comme je le disais tantôt, c'est plutôt un financement de structuration du réseau. Donc, on a essayé de garder le maximum d'argent possible, de financement possible pour de la recherche, mais c'est sûr que
juste à parler avec Steve tout à l'heure, des chances que nous avons eues, mener ces genres de projets de recherche-là, c'est des projets importants qui vont demander quand même beaucoup de financement. Donc, là, pour l'instant, comme je dis, notre modèle de financement n'est pas encore arrêté, fait que je ne vais pas trop me prononcer, mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est sûr qu'on ne peut pas financer des gros projets. On n'a pas les fonds pour ça. Donc, on parle d'environ 400 000 $ par année qui va être dévolu donc, à la recherche. Le reste, bien évidemment, le but aussi, c'est qu'il y a de la formation qui va être là-dedans, tout ça. Donc, on a gardé le minimum pour la structure, mais au final, il n'y a pas tant de sous que ça, finalement, même si ça fait un gros chiffre, 5 millions, il n'y a pas tant de sous que ça pour la recherche. Donc, environ 400 000 par année pour la recherche. Et donc, pour vous répondre à votre question, Mire, bien, les deux vont être acceptables. Si vous avez un petit projet de 10-15 000 $, probablement qu'on pourrait le financer à 100 %. Par contre, si c'est un gros projet de 100 000 ou 200 000, bien, nous, ça servira peut-être d'effet de levier ou peut-être de première étape pour formaliser un financement plus conséquent pour le reste du projet. Donc, les deux vont être acceptables, mais je pense qu'on va être beaucoup plus dans l'idée que vous disiez de faire un effet de levier. Ça, c'est à court terme. Par contre, ce qu'on veut faire, c'est, dès cette année, enfin, on est déjà là-dedans, c'est d'aller chercher du financement supplémentaire. Donc, si je prends Québec-Maritime, par exemple, Québec-Maritime avait reçu un financement X, je ne me souviens plus exactement, mettons 5 millions eux aussi, mais ils ont été capables d'aller chercher par la suite 20 millions ou 30 millions supplémentaires. Et là, évidemment, l'ensemble de ces fonds-là ont été dévolus à la recherche. On est déjà pour parler avec plein d'organisations, des ministères, plein d'organismes locaux, internationaux même, pour avoir du financement supplémentaire. Puis, bien, ce qu'on souhaite, c'est d'avoir finalement ce financement-là pour redistribuer tout ça aux chercheurs dans le réseau. Et là, donc, là, on pourra financer certainement des projets beaucoup plus conséquents. C'est ça notre intention. Parfait. En fait, je pense que le momentum est là avec la conférence aussi internationale sur le climat. Je pense que c'est vraiment très pertinent et ça va aider aussi à développer le réseau. Ça sera la même chose pour les étudiants. Il me semble qu'il y avait des éléments de bourse aussi prévus pour des étudiants. J'imagine que ça aussi, il y aura des ouvertures de concours ou des choses comme ça. Bien, en fait, là, pour l'instant, en tout cas, du moins dans un premier temps, on va les inclure dans les appels à proposition. Dans le fond, l'idée, c'est que dans les appels à proposition, c'est de payer, rémunérer ou donner des bourses à des étudiants pour vous aider dans les projets de recherche que vous auriez. C'est ça l'idée au départ. Éventuellement, lorsqu'on aura plus de financement, bien, peut-être qu'on pourra scinder ça. Donc, supporter davantage les étudiants dans leur propre recherche ou dans leurs études. Puis, ensuite aussi avoir du financement vraiment dédié davantage au projet, qui aura des étudiants aussi, mais peut-être autre chose également. Mais là, pour l'instant, on a mis ça ensemble pour maximiser, disons, l'effet de levier là, avec l'argent, les sous que nous avions au départ. Bien sûr. Merci. Ça répond à ta question, Mire? Oui, bien sûr. Merci, c'est agréable de te revoir. Steve, est-ce que tu voulais reprendre la parole? Oui, mais Mire a posé la question, en fait, c'était sur la question des bourses pour les étudiants. Est-ce que c'est quelque chose qui allait être... puis, bon, la réponse était là. Mais dans les bourses les bourses aux étudiants, j'imagine que ça comprend aussi les étudiants, ça pourrait comprendre éventuellement les étudiants étrangers s'ils sont impliqués dans des projets de recherche ou... Tout à fait. Parce qu'il y a un aspect de cette... qui n'est pas directement relié à l'économie circulaire, qui est de réduire les inégalités à l'échelle mondiale. Donc, on a une certaine responsabilité. Si on a un petit peu de financement, puis on est capable de donner des bourses à des étudiants étrangers, puis je pense ici beaucoup d'étudiants africains, ben, ça contribue à réduire les inégalités aussi, puis en plus, en travaillant sur cette économie circulaire. Donc, ça répond à la question a été posée, puis... Bien, je ferai du pouce sur ce que tu viens de dire, Steve, en disant que les critères EDI d'équité, diversité, inclusion là, sont très, très importants dans le réseau. Et donc, ça va faire partie aussi des appels à proposition. Les critères EDI vont être analysés, regardés. Donc, c'est clair qu'on veut être inclusif, puis on veut amener ce que tu viens de dire, là, le fait de rendre ça le plus équitable et le plus inclusif possible. Donc, ça fera partie. Donc, si vous avez la possibilité d'inclure ça dans votre appel à proposition, là, dans votre proposition de projet, plutôt, bien, ça sera effectivement un plus pour votre dossier, là, clairement. Merci. Marc, je me demandais, tu as parlé de l'intersectorialité, de l'interdisciplinarité au départ de ta présentation. Lorsque vous avez répondu à l'appel à proposition, de quelle façon avez-vous travaillé l'intersectorialité? Puisque je voyais les échanges qu'on est capable d'avoir quand même là, avec Steve, entre Steve, toi et les collègues. On voit que là, on a clairement affaire, on le sait, là,
mais là, on le voit, on a clairement affaire à une réalité, un thème, disons, au moins interdisciplinaire, mais sinon, effectivement, intersectoriel. Comment vous avez travaillé cet aspect-là? Ben, c'est une excellente question, Étienne. En fait, on a eu beaucoup de rencontres au départ, ne serait-ce que là-dessus, sur la façon dont on allait être capable culturellement et logistiquement de combiner tout ça. C'était ça le principal défi parce que on a des orientations, des visions différentes, puis des cultures aussi différentes en recherche, puis en pratique lorsqu'on vient de milieux différents. Et donc, on a eu beaucoup de rencontres là-dessus au départ. Et voyez-vous, dans la structure du réseau, on a autant de gens qui viennent des sciences sociales que des sciences nature. On essaie d'aller chercher aussi des orientations méthodologiques et de pensée complémentaires et différentes pour être sûr de toucher, évidemment c'est impossible, mais le maximum de cultures et d'orientations différentes. C'est comme ça qu'on l'a traité. Est-ce qu'on a tout résolu? Non, clairement pas. Mais grâce à ça, ça nous amène vraiment une complémentarité, c'est ça, comme des approches puis des cultures qui vont nous permettre de peut-être plus facilement mailler là, des différents milieux ensemble. Donc, déjà, par exemple, même en termes de structuration, voyez-vous, l'axe 1 et l'axe 4 sont un peu plus proches ensemble, c'est-à-dire qu'on a un coordonnateur qui a été nommé pour l'axe 1 et l'axe 4, puis un coordonnateur qui a été nommé pour l'axe 2 et l'axe 3. Et voyez-vous, le coordonnateur de l'axe 1, c'est quelqu'un qui travaille à HEC, donc en sciences sociales, avec Sophie, qui est à Polytechnique, qui est issu finalement du milieu plus sciences nature. Et même chose, Mathias, qui est à l'axe 3, sciences nature, il est combiné avec moi, qui est plutôt sciences sociales. Donc, déjà, dans nos réflexions, on a cet amalgame-là qui est là constamment, puis on le vit là, dans nos discussions chaque jour. Là, quand on se parle, moi, j'amène ma saveur sciences sociales, puis il amène sa saveur sciences nature, et ça fait vraiment, c'est vraiment le fun, c'est très riche. Au départ, il fallait quand même réussir à se connecter. On a encore des défis là, parce qu'on apprend, nous aussi, je vous dirais, là-dedans, à connecter tous ces milieux-là. Puis là, éventuellement, ça va percoler vers la recherche. Donc, comment connecter dans la réalité de la recherche là, ces différents milieux-là. Mais je pense qu'on a bon espoir de pouvoir amener un peu de lubrifiant dans tout ça, puis faciliter les choses là, pour la suite. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais c'est un peu comme ça qu'on l'a vécu. Là. Oui, c'est ça, oui, effectivement. C'est qu'on voit qu'on a ici affaire à un environnement assez complexe puis qui engendre, qui amène quand même un certain nombre de défis. Je pense que ce n'est pas facile pour personne non plus, mais le challenge est aussi là-dedans. Là où les appels à propositions là, que vous allez faire vont aussi, j'imagine, revêtir d'un caractère interdisciplinaire et intersectoriel comme ça. Ça devrait être, j'imagine, dans vos exigences. Tout à fait. Ça va être probablement, là, je dis tout à fait, je me prononce vite parce qu'on n'a pas encore entériné du tout, mais oui, c'est sûr que c'est ce qu'on vise. Puis, tu sais, les axes, on veut pas se limiter dans les axes, dans le sens, on ne veut pas que on fera, en tout cas, dans un premier temps, on ne fera pas d'appel à proposition par axe. On va faire un appel à proposition pour le réseau global pour ne pas limiter les gens à être pris à dire « il faut que je rentre dans l'axe 3, il faut que je rentre dans l'axe 4 ». Parce qu'on se rend compte que la grande majorité des recherches qu'on va mener vont être multi-axes. Et donc, on ne veut pas se limiter à ça dans un premier temps. Et on a dû se battre un petit peu avec les FRQ là, pour faire reconnaître ça. Là. Ça a été correct. Là. Ils ont compris qu'on ne travaillerait pas par axe. Puis, ils sont plutôt d'accord parce que les autres, ils nous poussent aussi vers cette idée de multidisciplinaire, multisectorialité. Mais donc, pour répondre à ta question, Étienne, on va l'exiger. C'est ce qu'on souhaite, là. Probablement, oui, l'exiger. Là, en tout cas, ça va être un critère, probablement, d'analyse des projets déposés. Merci, Marc, c'est très clair. On a encore quelques minutes devant nous. Est-ce que vous auriez encore des questions? Oui, Steve, tu peux reprendre la parole sans problème. Je reviens sur ce que tu disais, Étienne. J'aime bien la flexibilité. C'est sûr que là, c'est le début. C'est plus facile d'être flexible. Une fois que les choses vont être en cours, ça va peut-être être moins facile, mais c'est quelque chose qui va permettre de bien avancer. Mais je rajouterais par rapport à ce qu'Étienne disait à sa question, le volet multi-universitaire, parce qu'au début, mentionné, il y a 16 universités, 5 collèges. Comment est-ce qu'il y a déjà des mécanismes qui sont en place pour s'assurer que on est à l'Université Laval, donc on est content si l'argent vient chez nous, si on a des étudiants, mais en même temps, du point de vue de la gestion du réseau, puis de la gestion aussi, ou même des retombées dans les milieux ruraux, dans les milieux dans
dans le Québec rural, en Abitibi-Témiscamingue, au Lac-Saint-Jean, comment est-ce qu'il va y avoir, j'imagine, des exigences aussi multi-universitaires, c'est-à-dire que si des collègues soumettent un projet, proviennent de 3 universités, ça va être plus vendeur que si c'est 3 collègues de 3 départements de l'Université Laval, par exemple, pour favoriser. J'imagine que c'est déjà quelque chose qui est Ouais. qui est. Ben oui, ben c'est ça. Comme je vous dis, là, je ne veux pas trop me prononcer parce qu'on est encore en réflexion là-dessus, mais c'est toutes les réflexions qu'on a. C'est comment être inclusif, comment s'assurer de nouveau une représentativité, effectivement, des milieux. En même temps, ben, on ne veut pas limiter les bons projets. Donc, c'est tout un équilibre à atteindre qui n'est pas simple, mais là-dessus, on n'est pas les premiers. Là, donc, on se fie sur les bonnes pratiques des autres réseaux, des autres centres de recherche, notamment le CIRA, des autres. Donc, on a fait une veille, on a parlé avec des gens, on leur a demandé leur statut, qui ont eu l'obligeance et l'amabilité de nous partager. Donc, on ne veut pas réinventer les roues, on veut prendre les bonnes choses des autres réseaux puis essayer de les implanter dans notre propre réseau, là, avec ces idées-là, Steve, que tu avances, effectivement, d'inclusion, de représentativité, d'être sûr que l'argent n'est pas tout à une seule université, mais que tout le monde puisse en bénéficier, etc. Puis ce qu'on a fait davantage aussi, Steve, c'est qu'on a non seulement on est 4 co-titulaires déjà de 4 universités différentes, mais on a mis des co-porteurs d'axes. Donc, on a nommé, donc, pour chacun des axes, un co-porteur, donc une personne qui est là pour nous aider au développement scientifique de notre axe. Donc, et de 4 autres universités. Donc, pour l'axe 2, par exemple, moi, c'est Ben Amar de l'Université de Sherbrooke qui est co-porteur de l'axe 2 avec moi. Et voyez-vous encore là l'idée de lui, c'est quelqu'un en ingénierie, donc sciences nature, sciences humaines, sciences sociales aussi, brigué dans chacun des axes. Puis on essaie d'avoir un équilibre homme-femme aussi. Donc, au final, on est 4 hommes, 4 femmes dans nos axes. Bon, bref, on a vraiment tenu compte du maximum de ce qu'on pouvait faire. Donc, on a 8 universités finalement représentées directement dans la structure des axes, déjà partant sur les 16 impliqués. Donc, déjà, ça va certainement faciliter la représentativité. Puis, éventuellement, ben, on tient compte de ce que tu viens de dire, Steve, dans nos critères d'appel à proposition. On va tenter d'en tenir compte, mais tout en laissant une certaine latitude à des projets importants, intéressants d'émerger qui ne seraient pas nuits par ce critère-là non plus. C'est trouver l'équilibre là, qui n'est pas simple dans tout ça. Là. Mais dans tous les cas, on va être le plus transparent possible. Donc. Et puis, ben, on compte sur vous aussi pour nous ramener à l'ordre et puis pour nous donner vos inputs et vos commentaires sur comment devrait pour se poursuivre le développement du réseau. Là. Parce qu'on veut être vraiment le plus inclusif possible. Je pense que cet appel est bien entendu. Est-ce qu'il y aurait peut-être une dernière question avant qu'on remercie notre collègue Marc? Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu à l'ACFAS dans comme le lancement va être en février, vous avez déjà un colloque de prévu, oui, un appel c'est vrai, qui s'en vient? j'aurais pu l'indiquer, puis on n'est pas accepté encore, fait que je me suis gardé une petite gêne. Mais oui, on a proposé un colloque à l'ACFAS en mai, c'est en mai, je pense, prochain, ici à Laval. Hein, ça a lieu à l'Université Laval. Donc, on sera présent. Donc, on a proposé un 2 jours de colloque, effectivement, pour le réseau. On attend des nouvelles. Oui, nous aussi. Ben, écoutez, je me permets de te remercier, Marc. Ça a été vraiment très intéressant. Je pense que évidemment, tu peux compter sur l'Institut EDS pour vous prodiguer tout le soutien nécessaire. La thématique, elle est ambitieuse. J'aime beaucoup la façon dont vous la traitez. On voit tous les défis, mais j'aime aussi tout le processus que tu nous as présenté. Je pense que c'est très riche pour tout le monde et on sera à l'affût pour la suite des choses et à commencer bien sûr par ce colloque là, sur 2 jours qui aura lieu au mois de mai. Donc, écoutez, je te remercie sincèrement, Marc. C'est toujours un plaisir de t'avoir avec nous. Et de toute façon, pour la petite histoire, nous, on se retrouve dans 30 minutes pour la séance du comité directeur et scientifique. Donc, je vous remercie d'avoir passé l'heure du dîner en notre compagnie. Ce fut un plaisir. Puis, portez-vous bien. Merci encore à Marc. Bien, merci à tous d'avoir été là. Puis, longue vie à vous et au réseau, en espérant vous voir percoler autour et graviter autour du réseau ou dans le réseau. Merci à tous. Merci. Au revoir. Merci, bonne fin de journée. Au revoir. Hein?